Vous écoutez Le Salon dans tes oreilles, une balado-diffusion dans laquelle des auteurs, des autrices et des personnalités discutent de leurs livres, de leur lecture et des sujets qui animent l'actualité littéraire. Les enregistrements ont été faits lors du dernier Salon du Livre de Montréal en novembre 2020. Ce contenu est aussi disponible en vidéo sur www.salondulivredemontréal.com. Bonne écoute et bonne lecture. Bonjour tout le monde, bienvenue au Salon du Livre de Montréal, édition 2020, une édition 100% virtuelle, mais non le moins livresque. Il me fait plaisir en ce dimanche assez tôt de vous souhaiter la bienvenue à une table ronde littéraire qui s'intitule « La lecture comme outil de dialogue auprès des enfants ». Évidemment, je vois qu'il y a plein de caméras, donc vous voyez déjà qui m'accompagnent aujourd'hui, puis le spot ne sera pas sur moi bien longtemps. Avant de présenter mes invités, j'aimerais inviter les gens qui écoutent à nous rejoindre via le clavardage avec vos réflexions, vos questions pour nos autrices, notre auteur. Et sans plus tarder, j'aimerais vous remercier. Donc, bienvenue Guylaine Gay. Bonjour. Bonjour. Diana Bellis, bonjour. Bonjour. Et Simon Boulris, bonjour. Bonjour. Alors, vous êtes invités aujourd'hui, en fait, pour présenter non seulement votre œuvre, vos œuvres, parce qu'elles sont nombreuses. Vos œuvres se démarquent par la qualité de leurs textes. On pourrait aussi parler des illustrations, parce qu'un livre un livre jeunesse, parfois sans illustrateur, le message passe pas autant. Mais à travers un sujet qui est quand même important, et on parle d'outils de dialogue. Pour lancer la table ronde, je vais commencer avec une question ouverte, puis vous allez voir que je vais faire ça comme ça tellement de fois que je vais avoir l'air, tu sais, la fille dans l'Exorciste, la fille. Bon, bref. Attention à la santé de ton cou. Doucement. Attention à la santé en général. On va pas en rajouter avec mon cou. Donc, quand on parle de la lecture comme outil de dialogue auprès des enfants, un livre, c'est un objet. À rigueur, comme une table, comme une chaise, mais c'est un objet un peu magique. Mais est-ce que c'est un outil? Est-ce que ça peut être un outil comme objet? Est-ce que c'est important? Bref, mettre un livre entre les mains d'un enfant, qu'est-ce que ça signifie pour vous? Quelle en est l'importance? Qui veut se lancer en premier? Je me lance. Bon, je me lance. Moi, je prends pour acquis que oui, c'est un outil et je pense que plus l'enfant est confronté à des livres différents, on lui propose. Moi, ce que j'aime, c'est quand dans une bibliothèque, la section la plus basse est consacrée aux livres jeunesse. Comme ça, les livres sont à la portée des enfants. On étire le bras et ils sont là. Et l'idée, c'est pas de tous les lire, parce que moi, j'ai beaucoup de livres chez moi que je n'ai pas lus. Puis j'ai un plaisir à me dire, les livres sont là le jour où je vais en avoir besoin. Il y a une forme de protection, je pense, quand une maison est entourée de livres. Je vois même parfois, j'aime ça, l'analogie avec un abri antinucléaire. On sent l'abri avec plein de livres autour de soi et à la portée de main. Ils ne sont pas hors d'atteinte. Et ces livres-là, pour moi, je le dis souvent, puis c'est ce que je crois profondément, quand tu ouvres un livre, il y a un auteur qui te chuchote une histoire à l'oreille. Donc, tu es dans un rapport intime. C'est un secret qui est partagé. Et pour moi, donc, c'est la meilleure façon de contrer la solitude. Encore plus que les séries, encore plus que les jeux vidéo, des choses que je consomme. Je joue à des jeux vidéo. Même si c'est une activité solitaire, la lecture, tu n'es jamais seul. Pour moi, c'est le paradoxe de la lecture. Tu es seul avec, souvent, pas toujours, parce que des fois, on lit en gang puis en classe, mais peu importe la posture que tu as quand tu lis un livre, la solitude, elle est comblée, elle est colmatée, j'ai envie de dire, par ce secret-là qui circule entre l'auteur et son lecteur. Et il y a Michel Tremblay qui dit une phrase que j'ai toujours aimée. Il dit « J'écris du théâtre pour le crier à l'oreille du public et j'écris des romans pour le chuchoter à l'oreille du lecteur. » Et je pense que les enfants le comprennent bien parce qu'il y a la fameuse bulle autour d'eux, puis autour de nous aussi, hein, les adultes, on est pareil, mais cette bulle-là est précieuse et elle n'est pas toujours là d'emblée. Parce que moi, j'ai pas été un lecteur d'emblée. J'ai trouvé ça dur, me tricoter ma bulle. Ma sœur, elle ouvrait un livre, puis il y avait une intimité. La bulle était opaque. Moi, j'en avais pas, donc j'ai dû la tricoter, mais j'ai appris à la tricoter.
Et ça devient sécurisant. Et ça devient sécurisant. Donc, il y a plein d'enfants qui, comme j'étais, manquent de concentration. Ouvrir un livre, c'est plein de possibilités, c'est excitant, mais il n'y a pas toujours c'est pas un contact amoureux instantanément toujours. Donc, des fois, ça prend plus de livres avant de trouver le bon. Hein? On est tous à un livre de devenir un grand lecteur. Oui. Ben, il faut juste trouver le bon livre qui te donne envie d'en lire. Il faut croquer plus qu'un blé d'Inde avant de tomber sur le bon. Exact. Hein? Je pense que c'est pareil. Il ne faut pas se dire, j'ai pas aimé le premier livre que j'ai lu, j'ai trouvé ça dur. Ben parfait, continue. Puis profite de tes passions pour les retrouver dans les histoires parce que tous les sujets ont été traités en littérature. Donc, si tu aimes le hockey, il y a des livres là-dessus. Tu aimes la danse, il y a plein de livres là-dessus aussi. Donc, juste essaie d'aller dans tes obsessions, puis il y a peut-être un livre qui va être la bougie d'allumage. Donc, c'est un refuge accessible. C'est un refuge accessible. Merci de synthétiser si bien ma pensée. C'est un beau titre de livre, ça, le refuge accessible. Voilà. Bien, évidemment que c'est un outil en ce sens où c'est un bel objet, c'est un objet qui t'appartient ou que tu empruntes à la bibliothèque. Et c'est un rendez-vous, hein, un livre. Puis moi, je fais confiance à l'ouverture d'esprit des petits, des enfants. Tu sais, moi, mon livre, ma série des Clovis, évidemment, ça parle d'autisme sans jamais nommer l'autisme. Et les enfants, ils ouvrent le livre, puis c'est un sujet X, mais c'est vraiment l'imaginaire qui vient les happer, je pense. Et il faut faire confiance justement à cette belle ouverture-là. Puis, tu sais, ils comprennent plein de trucs que les adultes, des fois, c'est plus complexe ou parce que les conventions sociales nous ont forgés ou nous ont mis dans un moule. Puis, je trouve que les livres jeunesse qui sont magnifiques, hein, tu as parlé des illustrations, mon illustratrice des Clovis, c'est Orbi, qui vraiment comprend la douceur, l'humour de mon petit personnage qui est Clovis. Puis vraiment, je trouve que c'est un objet qui est précieux et je pense que les enfants le trouvent précieux aussi. Parce que moi, je reçois plein de vidéos d'enfants qui lisent mon livre, puis il y a toujours cet émerveillement-là. Puis ça, je trouve ça beau, puis c'est ça qui me c'est à cause de ça que j'ai envie d'en écrire plus parce que je sens que c'est vraiment une relation privilégiée. Et c'est un outil évidemment pédagogique, mais je pense que c'est aussi un vecteur d'imaginaire. Et ça, pour un enfant, c'est important. Pour des enfants de tous âges, puis qu'on se le dise, souvent c'est un partage, vous le disiez, parfois se lire en famille. Il n'y a pas d'âge pour lire ou se faire lire une belle histoire, je pense. Diana, est-ce que tu voulais en renchérir? Oui, bien en fait, quand on regarde le livre, moi aussi, je trouve que c'est vraiment un beau refuge. Je trouvais que c'était une belle image à utiliser lorsqu'on va parler du livre. Puis moi, je l'utilise beaucoup aussi, le livre, comme étant un moyen de faire passer des messages. Je pense que c'est la personne en moi qui a travaillé auprès de jeunes qui veut toujours être en mesure de leur faire passer des messages qui sont importants, puis aussi de faire en sorte que le jeune va se reconnaître dans le livre. Donc, le livre, oui, c'est un outil, puis ça va être aussi un outil pour être en mesure de voir est-ce qu'il y a d'autres jeunes qui vivent les mêmes choses que moi? Est-ce qu'il y a des jeunes qui se sentent aussi déprimés, qui se sentent aussi différents que moi? Donc, c'est dans cette mesure-là aussi que j'aime utiliser le livre définitivement comme un outil pour être en mesure de faire passer aussi des messages aux jeunes, des messages qui, autrement, ils ne les auraient pas. Si, par exemple, je pense à mon expérience en tant que jeune femme qui a eu des parents qui ont immigré au Québec il y a une trentaine d'années, bien, il y a beaucoup de choses que mes parents ne m'ont pas parlé. Donc, utiliser le roman dans cette mesure-là, c'est vraiment aussi une belle façon, une façon magique aussi un petit peu de le faire, oui. Oui, j'aime l'utilisation du mot magique parce que c'est ça. La littérature, non seulement au Québec, en Amérique, au Canada, on a la chance qu'elle soit accessible, mais on a la chance d'avoir des créateurs, donc des autrices, des auteurs et des illustratrices, illustrateurs de qualité qui nous font voyager. Et même si je regarde vos œuvres, et non seulement ceux dont on va parler dans quelques secondes, il y en a pour tous les genres et pour tous les goûts. C'est ça, la littérature jeunesse, c'est un beau buffet, puis il faut prendre des grosses bouchées de tout lorsqu'on le peut. Ce qui m'amène à vous poser la question, quand vous parlez de livres... C'est un beau lapsus, des bouffées. Il y a aussi... Oui, c'est des bouffées d'air. Parce qu'on la respire aussi, la littérature. Mais merci tellement. L'imagination comme oxygène. Voilà. Après la chanson, on en parlait justement. Mais alors que les livres deviennent des outils, tant pour les jeunes qui les lisent, à qui on les lit, que les enseignants qui s'en servent comme outils pédagogiques, que les parents, est-ce qu'on peut parler de tout aux enfants dans les livres? Est-ce qu'il faut, premièrement, j'imagine, avec les bons mots, est-ce qu'on peut parler de tout? Est-ce que ça prend aussi un talent de savoir se mettre au niveau des yeux des jeunes qu'on vise?
Donc, c'est une question que je vous pose. Je ne sais pas qui veut se lancer. Je pense qu'on peut parler de tout. Moi, c'est ma première série jeunesse, donc j'ai pas eu vraiment à adapter mon style d'écriture, on dirait. Tu sais, je suis vraiment allée instinctivement, comme j'écris déjà pour les adultes, mais de façon très imagée, puis j'ai fait confiance à cette espèce de la plastique du cerveau des enfants. Et donc, je pense qu'on peut parler de tout. Évidemment, quand c'est dans un contexte, il y a toujours un personnage ou des personnages qui véhiculent le message ou le propos, mais je pense qu'il faut vraiment faire confiance aux enfants. Puis, tu sais, des fois, on le nomme peut-être pas au complet, mais l'enfant va faire son chemin. Puis c'est justement, je pense que dans le processus d'autonomie ou d'autodétermination des enfants, je trouve que les livres, c'est un bel outil pour que l'enfant comprenne un peu mieux ce qu'est une valeur ou ce qu'est un sentiment, une émotion, être confronté à quelque chose. Puis ça, moi, je fais confiance aux enfants, puis évidemment aussi aux adultes qui l'entourent ou le professeur, que ce soit les parents ou la famille. Bien, je te rejoins totalement, Guylaine, si tu permets. Je pense qu'on est entouré d'amis, de gens qu'on aime. Je pense qu'on offre des livres en cadeau. On est d'accord pour dire que c'est un des plus beaux cadeaux qu'on peut offrir à un enfant ou à un parent. C'est un livre. Et puis, je pense que ça développe aussi chez les enfants un sens de l'autoresponsabilisation. Les jeunes font attention à leurs livres. Ils font attention à leurs livres, puis vous le savez, bon, en tant que parent, ça coûte cher un livre neuf. Une maman qui va à la librairie, qui veut un roman pour elle, un roman pour sa fille de 15 ans, puis une BD pour son jeune de 9 ans, elle peut sortir de là et ça coûte, ma foi, l'épicerie d'une semaine. Et les jeunes, je pense qu'ils l'ont compris, ils savent que c'est précieux, un livre comme outil, comme objet. Et vous, est-ce qu'on peut continuer? Donc, est-ce qu'on peut parler de tout avec les bons mots à travers les livres pour enfants? Naturellement, et j'aurais envie de dire qu'on doit parler de tout. Moi, j'ai l'intuition, en tout cas, j'ai l'impression que tous les sujets sont possibles, sont invitants, sont nécessaires. Aussi, on doit aborder aussi des questions peut-être parfois plus pointues, des sujets plus délicats. Tout est, je pense, évidemment, dans la manière. On dit souvent ça, mais c'est tout à fait vrai. Je pense que quand il y a du respect, de la bienveillance dans la démarche, ça se ressent. J'ai l'impression qu'on le ressent quand ça n'a pas été fait de façon racoleuse. Parce que des fois, on sent que il y a un sujet tabou, je vais aller explorer ça parce que ça va faire réagir. Je pense que quand il y a du racolage, ça se ressent. En tout cas, moi, je le sens en tant que lecteur, puis je pense que peu importe l'âge qu'on a, on perçoit la sincérité de la démarche. Donc, souvent, s'il y a un sujet qui m'obsède, je dois parler de ça. Et mon intérêt, mon obsession, on ne la choisit pas, hein? C'est imposé. Je ne sais pas pourquoi je suis obsédée par cette question-là. Je vais parler de ça. Puis, est-ce que, il y avait comme une sous-question, est-ce qu'on s'ajuste? Moi, dans ma tête, c'est toujours la même chose. C'est comme si, spontanément, je m'adresse à Simon enfant. C'est beaucoup Simon quand j'étais jeune. Donc, j'ai l'impression que le travail journalistique est déjà fait. Je sais déjà, trouver les bons mots, c'est ceux qui auraient résonné dans mon cœur quand j'avais 5, 10 ans, 15 ans. Donc, c'est pas tortu. C'est pas compliqué aller là parce que j'ai ça en moi. Puis je pense que tous les auteurs jeunesse doivent quelque part revisiter un peu un pan de leur enfance, puis leur douleur, leur souffrance passée. C'est un carburant incroyable. Tu as dit tantôt, je me sentais différente. Ça, c'est un carburant exceptionnel, se sentir un peu décalé. Puis je réalise, plus je vieillis, plus je réalise que c'est un sentiment qui est partagé de tous. Le sentiment d'être un peu décalé par rapport aux autres, c'est universel. Notre différence est universelle. Je te relance avec une petite question que Marie Spagé a soulevée avant-hier. En fait, sous une autre table ronde, elle écrit, quand il y a de quoi de différent, quelque chose qui la dérange, elle écrit. Est-ce que ça rejoint un peu ce que tu dis? Totalement. Ça veut dire qu'elle est bousculée, elle est bouleversée par quelque chose. Donc, ça veut dire qu'on doit parler de ça. Je pense que le sujet s'impose. On n'a pas toujours à invoquer nos sujets. Je pense qu'ils se présentent à nous par notre actualité, par nos moi, c'est le mot que j'aime, obsession, parce que je trouve ça sain qu'on en ait des obsessions, puis qu'il y a des auteurs qui vont réécrire toute leur vie la même histoire en la peaufinant, en la précisant.
moi, je suis des lecteurs qui aiment ces auteurs obsessifs-là, personnellement, parce que j'ai l'impression qu'on creuse un sillon et que tout est perfectible et qu'on tente d'aller au plus près de ce que c'est cette expérience-là. Et les expériences sont multiples, mais on peut toujours se reconnaître dans ces expériences. Tout à fait. C'est intéressant qu'est-ce que tu dis parce que, bon, quand j'ai l'impression qu'effectivement, quand on est des auteurs, on est tous encore un petit peu jeunes de cœur, puis que c'est la raison pour laquelle on écrit, surtout quand on écrit pour la jeunesse. Puis, qu'est-ce que je trouve qui est dommage un petit peu... on dirait que les sujets, comme les sujets qu'on est en train de traiter dans les romans qui sont juste là, on dirait que c'est seulement aujourd'hui, à l'heure actuelle, que c'est correct d'en parler. Parce que si je pense au sujet que j'ai eu envie de traiter quand j'ai commencé dans le monde de l'édition en 2013, ça n'aurait jamais passé. Puis c'est seulement à partir d'aujourd'hui qu'en littérature jeunesse, c'est correct de parler de différence, de racisme, des choses comme ça. Puis oui, c'est important de toujours traiter de ces sujets-là en ayant en tête le lecteur. Par contre, moi, je suis aussi d'avis que c'est important aussi toujours de le faire, de présenter la réalité vraiment telle qu'elle est. Peu importe qu'elle soit crue, peu importe qu'elle soit dure, je trouve que c'est important. Les lecteurs, ils sont pas cons. Ils ont envie qu'on leur donne la réalité. Ouais, ils connaissent la souffrance. Les enfants connaissent la violence aussi. Tu sais, c'est pas étranger. Ben non, pas du tout. Puis c'est important d'en parler. Donc moi, je me suis jamais gênée, que ce soit de parler d'exploitation sexuelle, d'agression sexuelle, de consentement. C'est des choses qui sont vraiment importantes à discuter. Puis c'est important de le faire aussi le plus rapidement possible. Et puis vos mots sont bien choisis. Quand je disais au début que vos livres, que ce soit de l'album, du roman, puis même le documentaire qui se fait au Québec est brillant, avec les bons mots, on peut aborder à peu près n'importe quel sujet, pensant de la guerre, puis ça, ensuite, ça devient des choix. Ce dont on veut parler, ce dont on veut pas parler. Surtout, il faut pas prendre permettez-moi de le dire, il faut pas prendre les jeunes pour des cons. Peu importe leur âge, ils sont beaucoup moins abrutis que d'autres grandes personnes. Mais c'est ça, pareil. Ils sont souvent pas encore tout à fait modelés à ce qu'on veut d'eux. Donc, moi, je trouve ça magique, ce moment-là où on peut vraiment leur parler des vraies affaires. Puis, il y a cette espèce de... cette réciprocité au niveau de l'authenticité. Puis moi, c'est ce que j'aime beaucoup de la littérature jeunesse. Bien, tu as bien raison, Guylaine. Là, je vais rentrer un peu dans l'écriture. Bon, je vous connais un peu... pour la plupart des autrices, des auteurs, l'écriture, c'est un travail solitaire. Donc, quand on vous invite et que là, on va vous poser des questions, on entre un peu dans les coulisses de votre processus de création, un peu dans vos quatre murs. On rentre un peu chez vous alors que vous écriviez. Juste avant, et Simon, je t'annonce que c'est toi qui vas commencer, on a reçu une question, pas que je vais vous parler de moi nécessairement, mais moi, quand j'ai su que Robinson Crusoe n'était pas une vraie personne, j'ai vécu un deuil comme un jeune qui apprend que le Père Noël n'existe pas pour vrai. Je pouvais, parce que c'était loin de moi, puis il existait. Donc, la question un peu en lien avec ce que je viens de dire. Simon a parlé de la lecture comme espace de solitude, mais un espace de solitude qui devient un partage, parce qu'après, c'est quelque chose que tu donnes un peu comme un peintre qui va offrir une toile. Avez-vous l'impression que la lecture dès la jeunesse permet, d'une manière très paradoxale, une certaine ouverture sur le monde? Un peu comme une doudou de sécurité dès la tendre enfance. Est-ce que le livre peut aider l'enfant à se bâtir un monde à soi et qui va le suivre? J'ai l'impression c'est chargé, hein? J'ai l'impression que c'est la meilleure chose pour bâtir, pour construire un enfant, un adolescent. Pour moi, ça fait partie des seuls livres les plus solides qu'il n'y a pas, c'est la littérature. Parce que la littérature, j'ai dit tantôt, c'est le monde des possibles. Mais c'est le monde du savoir aussi. Et l'imaginaire fait partie du savoir. Le délire le plus total fait aussi partie pour moi parce que ça fait partie des mythes. Tu as parlé de Robinson Crusoe. C'est un mythe et nos mythes sont importants, sont fondateurs. Hein? Ça fait partie de ce qu'on est. Donc, oui, naturellement, je trouve ça super précieux. Ça peut nous transformer complètement. Puis moi, le mot que j'utilise beaucoup, c'est le mot empathie, qui est un mot super important, je pense, en société. On vit en société, on a besoin d'être plus vigilant et respectueux et bienveillant. Et pour moi, la meilleure façon de créer de l'empathie, de développer, de déployer son empathie, c'est en lisant des livres. C'est la meilleure façon de se
jeter corps et âme dans la peau d'un autre personnage, puis se dire « Oh, mon Dieu, c'est tellement le fun de ressentir ce que vit le personnage, puis de rire avec lui, de pleurer avec lui, de vibrer à l'unisson. » D'évoluer à la rigueur avec... Et moi, j'ai l'impression que, dans une certaine perspective, je suis un peu la somme de tout ce que j'ai lu. Il y a des décisions qui ont été... J'ai l'impression que je me suis bonifié à force de lecture, que ça m'a constitué. Et c'est pas juste l'enfant et l'adolescent, mais c'est aussi l'adulte que je deviens et que je suis depuis maintenant pas mal d'années. Là, mais les lectures me bâtissent encore. Je suis encore la somme de tout ce que j'ai ingéré comme histoire folle et comme savoir. Et ça te suit. Et ça me suit, ça me constitue. Et Guylaine? Moi, quand j'étais très jeune, malheureusement, il n'y avait pas tous ces magnifiques livres-là. Tu sais, moi, je me rappelle, il y avait un petit salon du livre à mon école primaire, puis c'était des comtesses de Ségur, tu sais, c'était très européen. La France, oui. Tu sais, c'était pas... Puis maintenant, quand je participe à des salons du livre et que je vois le nombre incalculable de beaux livres là, pour enfants. Puis j'aime ça, moi, voir les parents, les grands-parents et les enfants eux-mêmes se promener dans les salons, hésiter. Puis, tu sais, oh non, moi, j'aimerais ça. Ah, mais moi, je trouve ça beau, ce magasinage de livres-là, parce qu'ils vont chercher ce qu'ils ont envie. Il y en a qui veulent découvrir, il y en a qui veulent se rassurer, il y en a qui veulent voir des gens. Tu sais, c'est aussi se reconnaître. Moi, quand j'étais jeune, j'étais une petite fille rondouillette. Je voyais ça nulle part, une petite fille comme moi. Et moi, j'aurais aimé voir ça dans un livre, mais je ne l'ai vu que plus tard. Donc, je trouve que pour ça, c'est tellement précieux. Et moi, je trouve ça beau dans les salons de les voir, les enfants avec leurs yeux, puis les parents, puis les grands-parents aussi qui veulent acheter le bon livre, qui veulent transmettre la bonne chose. Mais c'est vraiment, c'est beau. Puis j'aurais aimé avoir accès à ça. Puis vraiment, je les trouve terriblement chanceux parce qu'ils sont beaux, là. Tu sais, vraiment, il y a des milliers de beaux livres en ce moment. Le choix est difficile, quand même. Le choix est difficile. Vivement les grands-parents parce que ça dépense des grands-parents. Puis même, Diana, je t'ai vu pendant des salons et ce que je trouvais beau pendant les salons, c'est tes romans pour ados. Rendu à l'adolescence, parfois, c'est pour la première fois qu'un adolescent lui-même s'achète un livre, que c'est plus le parent qui achète un livre. Et puis ça, c'est un changement aussi, c'est quelque chose de chouette qu'on peut vivre. Donc, est-ce que, tu as vécu quelque chose, toi, tu as eu des belles discussions avec des jeunes aussi à travers les salons. Est-ce que tu voudrais renchérir un peu sur ce qu'on disait sur, en fait, tout ce qu'on peut dire avec un jeune à travers les livres? Et toi, est-ce que tu as eu des commentaires de jeunes au salon qui sont rejoints? Mon Dieu, dans les salons, là, des fois... il y a les jeunes, effectivement, qui viennent nous rencontrer, puis les choses qu'ils ont à nous dire, puis ils les disent vraiment comme dans les termes que moi, j'utilise dans les romans, parce que c'est d'eux que je me suis inspirée pour les écrire, ces choses-là. Donc, tantôt, on parlait un petit peu qu'on est la somme de toutes les choses qu'on a lues, on est la somme des personnes qu'on a rencontrées et tout. Donc, le fait d'être en mesure de rencontrer des choses différentes au travers de la lecture aussi, ça va faire effectivement une différence énorme dans la vie de ces jeunes-là. Tout à fait. Eh bien là, c'est le temps, là, le temps file et on va plonger dans vos œuvres. OK. Les œuvres dont on me... En fait, je vous ai lu, j'ai tout lu, mais ceux dont on m'a parlé... Tout lu? Écoute, ça a été très long. Simon, et là, je vais faire mes devoirs, alors je vais le présenter ici. Les enfants coloriés, alors ce qui est une collection d'histoires de vivre, j'adore qu'il ait écrit comme ça, quand même avec un beau travail de Paul Thibault. Oui, publié aux éditions Fonfon. Puis là, permettez-moi, chères lectrices et lecteurs, de commencer avec le... Faut se demander, hein, parce que c'est une question d'ego, mais le premier portrait, c'est lui-même. Alors, c'est le premier portrait de celui, je te taquine, c'est Simon. Et ça dit, quand j'étais petit, je rêvais d'être enseignant. Selon toi, en quoi ton travail, puis là, je vais arrêter d'utiliser le mot jeunesse quand je parle d'autrice et d'auteur. C'est comme j'entends des gens dire « Oh, that's a girl band », tu sais, un groupe de filles. Pourquoi? Non, c'est juste un groupe de musique. Bon, donc... En tant qu'auteur, comment est-ce que tu penses que tes ouvrages, surtout celui-ci, contribuent d'une manière ou d'une autre à éduquer les enfants? Puis je parle pas juste de la scolarisation, mais bien de l'éducation.
Ouais, le mot que j'aime beaucoup, c'est transmission. C'est un mot qui m'a toujours touché. Et c'est tout à fait vrai. Je commençais dans ce livre-là en me positionnant moi-même comme l'espèce de professeur. Parce que faut juste mentionner, peut-être ça fait 11 ans que je vais dans les écoles pour donner des conférences. Puis à force de faire des rencontres dans les classes, il y a des élèves qui surgissaient un peu du lot, qui me touchaient spécialement. C'était peut-être parfois des électrons libres ou des enfants un peu étonnants qui me touchaient, qui m'émouvaient. Donc, j'ai colligé beaucoup d'observations à travers ces rencontres-là. Et j'ai eu envie donc de bâtir la classe un peu éclectique et touchante de M. Simon, qui est moi. En fait, c'est moi qui aurais tellement envie d'enseigner. C'était vraiment... C'était ma plus grande passion quand j'étais jeune parce que j'ai l'impression que tout pouvait se transiger. Tu sais, j'aimais beaucoup chanter. Ben, j'étais comme un prof de chant. Je chantais puis je jouais au prof de chant. Non, mais attends, t'avais un tableau puis des craies là, oui, chez bien toi. Sûr. Là. Ben, c'est ça. Au sous-sol, on avait récupéré un vieux tableau vert avec des craies. Puis je passais mes journées pédagogiques et mes week-ends à écrire comme ça puis à faire des classes imaginaires. Et l'idée, c'était la transmission, mais c'est en même temps, en écrivant au tableau, j'essaie d'assimiler ce que j'avais appris, mais c'est comme si je le partageais à des gens, à des amis fictifs. Et j'avais envie donc d'ouvrir la porte à une célébration de l'unicité. C'était vraiment ça mon projet, c'était colliger des observations touchantes d'enfants. Et le tout premier qui m'a inspiré, c'est un petit garçon. Je ne connais pas son nom. Les noms sont fictifs. Évidemment, c'est inspiré de personnages, de gens que j'ai rencontrés, mais c'est vraiment fictif. Et le premier, Anthony, donc, je l'ai appelé Anthony, il m'a présenté ses ongles en disant « Regarde, ma mère m'a mis du beau vernis à ongles. » Moi, j'appelle ça du beau cutex. Alors, il y avait du beau cutex sur les doigts de toutes les couleurs, puis il y avait son chandail du Canadien. Puis il manquait une dent, puis il était roux. Puis j'ai fait « Oh, mon Dieu, qu'il est beau! Mon Dieu, qu'il est beau! J'avais envie de le voler. » Puis quand j'ai envie de voler un enfant, ça veut dire que je l'aime beaucoup. « Oh, qu'il est charmant! » Et j'ai eu envie donc de le rameuter dans mon imaginaire à moi, cet enfant-là qui faisait la split entre « J'adore le hockey, puis j'aime le vernis à ongles. » Je le trouvais touchant. Donc, pour moi, il incarnait bien rentrer dans des portraits atypiques et ça a été une façon d'aller dans 1000 directions, mais j'ai un enfant qui est non-binaire, j'ai un enfant qui est... ça c'est beau, le deuxième Tida, ça c'est vraiment inspiré d'une petite fille qui m'a raconté, donc elle vient du Cambodge, et sa grand-mère a écrit sa vie, elle l'a donnée à sa mère a écrit sa vie, puis elle me raconte, moi je suis en train d'écrire ma vie, et dans quelques années je vais partager mon... Puis je trouvais ça tellement touchant qu'elle me raconte ça avec des étoiles dans les yeux, donc ça c'est inspiré d'une petite fille. J'ai vraiment de tout. J'ai Diego qui fait du tricot. J'avais vu un petit garçon qui tricotait dans une classe. Donc, je me suis inspirée de plein d'enfants. Ah, Lucien qui prend son temps. Ajala qui tombe. Ah, est-ce que je peux une petite anecdote? Ajala, là, j'ai présenté le livre la semaine passée dans des classes. Il a été lu. Et Ajala, elle tombe toujours amoureuse. Et parfois, c'est de filles, parfois, c'est de garçons. Puis là, elle est amoureuse d'une fille. Et c'est fou à quel point que le livre peut être un outil pour se révéler. Parce que quand les professeurs font des discussions après, parce qu'ils en font souvent, les professeurs sont fabuleux, hein? C'est pour eux un tremplin pour discuter après. Puis c'est une partie tellement importante de revenir sur ce qu'on a retenu, ce qui nous a touchés. Et il y a une petite fille dans la classe, on est en 4e ou 5e année dans la classe, et elle dit, « Ben moi, je suis comme Ajala, je suis amoureuse d'une fille dans la classe. » Et c'est fou parce que moi, en 5e année, je ne me serais pas imaginé pouvoir dire une chose comme ça. Mais de voir, tu parlais tantôt d'identification, en tout cas, quelqu'un parlait d'identification, tu sais, d'avoir un modèle. Mais quand tu as un modèle, tu fais, mais je ne suis pas tout seul, je peux le nommer. C'est incroyable comment ça accélère. Un livre peut accélérer ton identification. Puis juste se nommer quand tu es un enfant puis un adolescent, c'est tellement important. Donc, tant mieux quand le livre permet ça. Tout à fait. Puis se nommer, c'est pas chose simple. Mais ton livre fait plus encore parce que non seulement ça présente des univers originaux, comme on dirait que les enfants qu'on voit, c'est plein d'enfants en un, puis je pense que c'est un peu ça. Oui. Mais tu réussis à transposer ce qui pourrait faire d'eux des sujets de discrimination en véritable personnalité à revendiquer,
ce qu'ils font, puis c'est pas juste assumer, c'est revendiquer, et c'est ça qui fait leur unicité. Tu as dit, c'est vraiment le bon mot. Célébrer l'unicité, puis rendre ça poétique. Il y a une fille, Iba, dans le livre, qui est dyslexique, et j'ai écrit le texte de façon dyslexique en inversant les lettres. C'est plus dur à lire à voix haute, bien sûr, mais pour moi, il y a une poésie dans cette façon-là, et même parce qu'on peut ajouter des petites couleurs, il y a une légende toujours en bas, et même les couleurs sont dyslexiques, donc on a mis de la couleur qui ne correspond pas. Donc, tout est inversé. Sur la couverture, il y a Anissa qui bégait. Elle est bègue et c'est écrit dans son cou où les mots se bousculent « Je suis une œuvre d'art ». Et je pense que c'est la phrase qui résumait bien mon projet. Et c'est grâce à Véronique Fontaine, mon éditrice, on a choisi cette phrase-là. Elle n'était pas écrite au départ et je l'ai ajoutée pour réunir tous ces enfants-là, de transformer ça en œuvre d'art. Notre unicité, nos particularités deviennent quelque chose de beau. Eh bien, c'est si bien dit, tu as bien raison. Tu mets des enfants en lumière. Par contre, on se doute, j'imagine, vous aussi, on a des amis enseignants à qui je suggère quelques livres à laisser traîner sur le bureau quand vient le temps des rencontres de parents, puis que c'est les parents qui vont les feuilleter. Je pense que c'en est un. Est-ce que tu penses que, à travers ce livre-là et tes autres livres, qu'il y a un bon nombre de grandes personnes qui pourraient retirer une sagesse? Des albums qui sont voués à la jeunesse, puis savez-vous quoi? T'es le premier à répondre, mais après, je vais faire un tour de table parce que... Et puis, ça vaut la peine d'être répondu. Moi, je suis convaincu qu'un livre jeunesse, ça s'adresse à tout le monde. Parce que c'est à partir de... Moi, c'est la façon que j'aime voir le livre. C'est à partir de 8 ans ou à partir de 4 ans ou à partir de 15 ans, tu as ce qu'il faut pour adhérer. Tu as toutes les clés pour rentrer dans cette histoire-là. Mais tant mieux, mettons, le 5 ans et plus, il se trouve que tu as 5 ans et plus. On a tous 5 ans et plus. Donc, on peut tous aller chercher dans une œuvre jeunesse quelque chose qui peut répondre à ce qu'on vit, réveiller aussi des parts endormies. Il y a certains adultes qui parfois ont mis leur émerveillement un peu de côté, des fois dans certains cas. Je pense que ça peut réactiver des choses belles, ça peut rebrancher, mais ça peut aussi donner des réponses, comme ça donne des réponses aux enfants. Donc, pour moi, c'est vaste et il faut arrêter de circonscrire en disant « Moi, j'aime pas trop ça quand on fait une œuvre pour les 8-12 ans. » Je comprends l'idée parce qu'évidemment, au théâtre, on n'a pas le choix. On peut pas échapper à ça pour circonscrire, pour pas avoir des enfants d'âge trop variés et ça peut confronter les plus vieux. Mais c'est pas pour nous, cette pièce-là. Mais un livre, c'est pas comme ça. Un livre, c'est que tu l'ouvres pour toi, généralement. T'es pas en collectivité quand tu le... Donc, peu importe, t'es pas confronté aux autres, t'es juste confronté à l'œuvre. Donc, disons toujours, à mon sens, à partir de, et ça nous inclut tous. C'est susceptible de résonner dans nos cœurs d'adultes aussi. Tout à fait. Diana, est-ce que je te laisse poursuivre? Oui, définitivement. Je ne pourrais pas le dire mieux que qu'est-ce que tu viens de dire, Simon. Puis que ce soit la lecture que je fais avec mes enfants, par exemple, ou la lecture que je fais moi-même. Moi, je fais juste la lecture pour la lecture qu'on dit jeunesse. C'est juste ça que je lis. Puis ça vient vraiment me chercher. Ça vient chercher l'adulte que je suis maintenant. Ça vient chercher la petite Diana qui se dit « Ah, ben, c'était ça que j'ai vécu dans le temps, puis maintenant, je le comprends mieux. » Donc, ça fait vraiment toute la différence à ce niveau-là. Ouais, la lecture jeunesse, c'est vraiment pour tout le monde. Ouais. Mylène. Moi, il y a une petite expression qui m'agace toujours quand j'ai sorti le premier Clovis. Les gens ont dit « Ah oui, le petit livre que tu as écrit. » Et moi, je te dis, ça n'existe pas un petit livre. Tous les livres sont grands dans la portée, dans ce que ça va toucher. Puis pour faire du pouce sur ce que Simon et Diana disaient, je pense aussi que ça peut être une réparation, une auto-réparation latente, tu sais, après avoir vécu des choses petites quand on le lit. Puis il n'y a pas de petits livres. Les gens, des fois, pensent que parce qu'on écrit des livres pour enfants ou pour ados ou pour jeunes, c'est comme des moitiés de livres ou des... C'est pas un petit livre. C'est la même... L'intention est là, l'intention de montrer des choses, de faire vivre des choses, de faire ressentir des trucs. C'est pas des petits livres. Donc, non, puis on veut être juste, avoir le mot juste et être imaginaire à la fois. On veut pas mettre n'importe quoi entre les mains d'un enfant. Non. Et moi, ce que je trouve formidable de ça, c'est... Moi, j'utilise beaucoup l'absurdité. Et ça, le monde de l'absurdité, c'est merveilleux. Puis on dirait qu'à un moment donné, quand on vieillit, on n'a plus le droit ou on n'a plus accès ou ça fait... Tu
sais, moi, l'absurdité, c'est très présent dans ma vie. L'humour aussi, évidemment. Et pour moi, je trouve que les enfants, tu sais, dans ce livre-là, il y a des rhinocéros qui mangent des cornets à la pistache et au verre de terre. Tu sais, pourquoi pas? Tu sais, moi, j'aime ça. Moi, c'est moi qui les écris. Fait que c'est sûr que moi, je trouve ça... j'aime ça, l'absurdité. Puis je pense que leur cerveau aime ça, attraper tout ça. Puis avant que l'adulte, des fois, un peu plus tard dans ta vie, te dise... ben, tu sais, profitons-en quand on est petit, justement, pour, tu sais, y aller dans cette imagination-là. Puis c'est pas parce que c'est absurde que c'est bête. Ben, c'est jamais bête. Faut être de intelligent pour être là, absurde. C'est intelligent, l'absurdité, parce que ça va chercher deux trucs qui ne devraient pas aller ensemble. C'est comme, il faut que ton cerveau travaille pour créer des trucs absurdes, là. C'est créer la surprise. Et pour moi, aller chercher la surprise, c'est ça. Il y a une part d'intelligence là-dedans, toujours. Toujours. Hey, on va là. Puis un réel défi d'écrivain, d'écrivaine. Ben oui. Ben, si vous permettez, je vais poursuivre avec toi, Guylaine, et puis là, il est temps de le montrer. Vous voyez, je dois montrer mon exemplaire, hein, je ne touche pas les vôtres. Non. Donc, voici le beau Clovis, qui cette fois-ci, ben, il a peur des nuages, parce que dans un autre livre, c'était autre chose, puis sur un prochain, ça risque d'être autre chose encore. Le premier, Clovis est toujours tout nu. Le deuxième, Clovis a peur des nuages. Puis le troisième, je suis en train de le travailler avec ma chère Orbi. Puis là, il y a quelqu'un qu'on ne voit pas, on va le voir en 4e de couverture. Mais c'est... Clovis, on ne nomme pas, qui autiste, on le devine. Puis Guylaine, on a juste à délicieusement te suivre sur les réseaux sociaux, à la radio, pour savoir que tes histoires personnelles, tu les partages. Absolument. Mais il y a une maman, justement, ici, là, en 4e de couverture, et puis elle est beau. Oui, elle est aussi importante, parce que pas de maman, pas de Clovis, fait qu'elle est très importante. J'avoue que c'est assez importante dans le processus. Ben, tu as bien raison, mais en quoi est-ce que faire part d'une expérience singulière comme la tienne t'a poussé à écrire les aventures de Clovis? Pour qui les écris-tu? Je fais juste te rappeler, j'ai une amie qui a lu les aventures de Clovis, elle est monoparentale, elle a un petit Clovis, elle aussi, tiens. Puis elle dit, c'est une histoire moi aussi. C'est une de mes chums, elle dit, c'est une histoire moi aussi. J'ai dit, pourquoi? Elle dit, parce que la mère, là, ça va pas, puis elle capote, puis elle a... Elle est exaspérée, puis tu le vois avec l'illustration. Elle dit, mais c'est un livre moi aussi, parce que moi aussi, je suis de même. Donc, en fait, oui, est-ce que Clovis te permet, un certain exutoire pour toi, c'est une certaine thérapie, mais est-ce que ça permet de rejoindre aussi, pas juste les enfants, mais les grandes personnes? Tout ce beau monde-là. Moi, je suis allée... j'écrivais des livres pour grands, pour adultes, et à un moment donné... J'ai vu dans ma tête une page couverture d'un petit Clovis tout nu, puis ça m'a fait rire. Puis j'ai fait, il me semble qu'il y a quelque chose à dire sur la condition qui est l'autisme. Évidemment, je ne la nomme pas dans le livre, mais comme Clovis, c'est ma muse, c'est de lui que je m'inspire, c'est des histoires vécues. Et donc, Clovis est devenu ce personnage-là. Clovis qui aura 18 ans là, dans la vraie vie, dans 2 semaines. Donc, Clovis ressemble plus vraiment au petit Clovis dans les livres. Mais je trouvais que Clovis, c'est tellement un petit garçon qui est mystérieux. Tu sais, Clovis, il est non-verbal. Donc, on communique autrement. Ça, pour une fille qui parle beaucoup comme moi, ça a été tout un apprentissage à communiquer d'une autre façon, que ce soit avec des pictogrammes, que ce soit des consignes plus claires, plus simples, plus petites. Enfin, bref. Donc, je trouvais que Clovis, en plus, il est beau, c'est un petit chubby frisé, puis il y a quelque chose de lui qui m'émeut profondément, évidemment. C'est sûr que c'est mon garçon, mais il y a quelque chose... Cet enfant-là est un vecteur d'apprentissage universel. Il y a quelque chose à montrer, pas par lui-même, parce que comme il ne peut pas l'exprimer comme nous, mais je trouve qu'il représente quelque chose qu'on ne connaît pas, quelqu'un qu'on ne connaît pas, puis quelqu'un qu'on devrait apprendre à mieux connaître. Puis je pense que Clovis, c'est beaucoup d'enfants. Tu sais, il y a beaucoup d'enfants comme Clovis, mais les enfants avec des différences qui, à une certaine époque, étaient peut-être plus marginalisés, mais grâce à des œuvres comme le livre de Simon, comme ces livres-là qui ouvrent la porte justement à cette différence-là, sans mettre vraiment une étiquette ou sans stigmatisation nécessaire, bien moi, je le trouve juste intéressant. Moi, j'apprends beaucoup avec Clovis, puis j'avais envie de
d'offrir ce que moi j'apprends au travers son authenticité. Parce que Clovis connaît pas le mensonge, il connaît pas tu sais, nous autres, on manipule un peu des fois, ou on est sournois, ou quand on veut quelque chose. Mais Clovis, s'il veut manger du Kraft Dinner, il va être en bobette dans la cuisine, il va pointer le Kraft Dinner, puis il va faire « This ». Tu sais, parce qu'il est non-verbal, mais il répète des choses, il fait de l'écholalie. Donc, c'est vraiment un personnage. Écoute, moi, je pourrais écrire une série de 20 Clovis parce que il y a tellement d'aspects de lui. Dans le premier livre, c'était sur l'hyper... c'est des enfants qui sont souvent hypersensoriels, qui ont Clovis, les vêtements, ne tolérait pas du tout les vêtements. Donc, aussitôt que j'avais la tête virée, se déshabillait où qu'on soit, épicerie, piscine, métro, tout nu. Donc, ça a inspiré Clovis est toujours tout nu. Et dans le deuxième, Clovis a peur des nuages, c'est vraiment sur les peurs plus irrationnelles. Clovis est super affecté par la pression atmosphérique. J'ai pas appris ça, moi, dans mes cours prénataux, qu'un enfant pouvait être affecté par la pression atmosphérique, mais comme j'apprends au fur et à mesure avec Clovis, ben je trouve que c'est intéressant d'utiliser ces trucs un peu atypiques, puis peut-être des réalités que pas tout le monde vive, mais mettre ça dans des livres simples, empreint de douceur et de beaucoup d'amour et d'humour. Et je trouve que ça, c'est pas nécessairement pour que les gens comprennent mieux l'autisme, mais pour que les enfants, des fois, se disent « Ah, ben ce petit garçon-là existe. Ah, c'est drôle, il a peur des nuages. Je connais personne qui a peur des nuages. Ah, mais Clovis a peur des nuages. » Puis je reçois beaucoup de messages. Par exemple, une famille qui est allée au cinéma, puis il y a un petit garçon qui enlevait ses vêtements, puis là, « Ah, c'est un Clovis. Ah, je l'ai vu dans le livre de Clovis. » Ah, bon. Fait que, tu sais, sans le nommer, sans mettre un mot ou une condition ou quoi que ce soit, mais ça fait en sorte que ça explique des choses peut-être de façon plus nuancée, je dirais. Plus nuancée, puis de manière juste, sans les nommer, comme tu dis, le mot « autiste » n'est pas écrit dans le livre. Non. Puis j'ai une autre amie qui a un enfant qui est TDA solide, mais qui a des TOC, puis c'est, bon, peut être fatigant pour un parent, mais le pauvre, puis m'en est un enfant, tu prends ce qui te rejoint dans une histoire, dans une œuvre de fiction, puis tu l'appliques comme tu veux à ce qui te revient. Avant de rentrer dans l'œuvre, de Diana, on parle en même temps depuis le début comment les livres, alors que c'est de l'écriture, ça devient des outils de conversation. Donc, on passe de l'écriture à l'oralité. Diversité, c'est un mot qu'on a utilisé beaucoup depuis le début de notre conversation. Divers, si c'est divers, c'est parce que ça diffère, c'est différent. Puis Albert Camus a déjà dit, non, mais j'ai fait mes devoirs, hein, les amis. Il a dit être différent n'est ni une bonne ni une mauvaise chose. Cela signifie que vous êtes suffisamment courageux pour être vous-même. On se doute qu'il a écrit ça depuis il y a quelques décennies. Mais pour les jeunes, et après c'est à ton tour, Diana, donc pour un jeune, est-ce que le bon livre, au bon moment dans sa vie, entre les bonnes mains, peut sauver une vie? Moi, personnellement, je pourrais vous dire oui. Est-ce que, je sais qu'on est entre convaincus, mais c'est quand même pas rien comme question, parce qu'on parle vraiment d'un bon livre entre les bonnes mains. Est-ce que ça peut faire du bien à ce point-là de sauver une vie, quoi? Faut oser, hein? Ben oui. Ben, naturellement, évidemment, oui, tu prêches pour des convaincus, mais j'ai eu la chance de tourner il y a 2 semaines à peu près Faire œuvre utile, où, tu sais, dans ce genre de projet-là, Faire œuvre utile, on rencontre un lecteur ou une lectrice, quand c'est un auteur, évidemment, dont l'œuvre a changé sa vie. Donc, on voit de façon tout à fait concrète. Mais je dois dire que dans les salons du livre, je pense qu'on reçoit tous les auteurs reçoivent des déclarations. J'ai envie de dire déclaration d'amour. C'est une forme de déclaration d'amour, de dire « tu m'as sauvé, tu m'as fait du bien ». Puis juste faire du bien, c'est une forme de réparation. Il y a une forme de... Mais oui, j'ai entendu « ton livre a changé ma vie ». Évidemment, c'est énorme entendre ça. C'est presque tétanisant, je pense. C'est comme on a l'impression qu'il y a une grosse responsabilité qui vient avec ça. Mais évidemment, je le prends quand j'entends une phrase comme ça, je le prends avec le plus d'humilité possible, mais je peux pas faire autrement de me revoir ado
Puis il y a effectivement des œuvres qui m'ont... Je ne sais pas jusqu'à quel point que les œuvres m'ont sauvé, mais mon Dieu, que ces œuvres-là m'ont sécurisé, m'ont rassuré, m'ont accompagné. Je me rappelle quand Dominique Demers était venu à Saint-Rémy, dans Pierreville, où j'ai grandi, à la bibliothèque, puis j'étais venu la voir pour lui dire que son livre m'avait bouleversé. J'étais tout fébrile en lui disant ça. Puis je trouve ça beau de voir l'espèce d'effet que ça peut avoir. Je pense, j'ai pensé aux galets dans l'eau, puis tous les halos que ça crée. C'est des ondes qui, tu sais, nous, c'est une pierre dans un pavé, mais il y a des réactions heureuses et nécessaires vécues par plein d'enfants, plein d'adolescents et plein d'adultes aussi. Moi, je dirais aux gens de jamais être gênés d'acheter un livre. Des fois, on achète un livre, des fois pour bien paraître ou tout ça. Mais vraiment, là, le livre... Il y a une lectrice un jour qui était venue me voir dans un salon du livre puis qui m'avait dit « Chaque livre trouve un cœur qui en a besoin. » Et ça, là, ça m'accompagne depuis, pour vrai. Puis moi, je juge pas, tu sais, quand on est dans les salons, il y a toutes sortes de livres, là, et moi, je dis, prenez le livre dont votre cœur a besoin. Puis moi, ça me guide pour mes lectures, mais aussi pour, tu sais, s'il y a quelqu'un qui veut pas lire mes livres, qui passe devant, bien, je vais pas être là en train de lire mes livres. Non, suis ton cœur. Puis je trouvais que c'était vraiment, ça m'est resté, cette phrase-là. Il faut suivre son cœur comme lecteur, c'est bien dit. Diana, si tu permets, je vais te lancer au cœur de ton œuvre. Donc, il est où, Kélan, mon beau? Kélan est le roi de la montagne. Le voici, par Diana Bellis, publié aux éditions Dominique et compagnie. Dans ton roman, on retrouve certaines situations stigmatisantes, mais qui sont, somme toute, assez banales. Les cheveux bouclés de la petite Zia, elle se fait toucher les enfants par une autre sans son autorisation. Puis ça, c'est un Béliveau, hein? Le Béliveau qui se moque de l'odeur des repas traditionnels de Kélan et Vinnie, ou quand même la remarque raciste d'une enseignante à propos des aptitudes sportives de Kélan. On parlait d'outils comme de littérature comme outil, justement, comme quoi la littérature est un outil particulièrement subtil et efficace pour toi quand il vient le temps d'aborder certains sujets et des préjugés dans lesquels on évolue. Et pas juste à travers Kélan, mais aussi à travers des sujets que tu abordes à travers tes autres œuvres, comme Non, c'est non, Le piège de l'araignée. Je pense que pour toi, la thématique du consentement et l'affirmation de soi pour les jeunes femmes est très importante. Oui, effectivement. Puis toute cette question-là de ce qui est de l'affirmation de soi et tout, pour moi, c'est un combat de la vie de tous les jours, si je peux m'exprimer de cette façon-là. C'est quelque chose que je tente d'appliquer tout le jour. Puis, quand j'ai écrit Kélan est le roi de la montagne pour parler de ces genres de petites micro-agressions que, en tant que personne noire, on vit dans la vie de tous les jours, en fait, Kélan et Zia, ce sont mes enfants. Ils existent pour de vrai. Donc, c'est de eux que je me suis inspirée pour être en mesure d'écrire ce roman-là. Et puis, moi, en tant qu'enfant, en tant que jeune femme, jusqu'à ce que j'ai Kélan et Zia, justement, tout ce qui était des micro-agressions, tout ce qui était de ces choses-là, je les laissais passer. Puis quand j'ai eu mes enfants, on dirait que ça a réveillé quelque chose en moi, que je me suis dit que non, pour moi, c'est correct, je vais vivre avec, mais je veux pas que mes enfants ils vivent ce genre de choses-là. Donc, ils m'ont vraiment, de cette façon-là, appris à mettre mon pied à terre, si je peux m'exprimer de cette façon-là, encore une fois. Puis, Zia, l'histoire de ses cheveux, mes enfants, ils sont métissés. Donc, ils sont noirs et ils sont blancs. Et pourtant, ils sont toujours vus seulement comme étant une personne noire. Je dis pas ça dans le sens que c'est réducteur d'être une personne noire, loin de là. C'est juste qu'on, d'abord et avant tout, on les voit considérant la couleur de leur peau. Puis, on va les stigmatiser pour ça. Puis ça me brise le cœur à chaque fois parce qu'on est tellement plus que juste la couleur de notre peau. À la base, on est tous, mon Dieu, des êtres humains. Et puis, c'est ce que je voulais vraiment mettre en scène dans ce roman-là. Puis Zia, elle se fait toujours toucher les cheveux sans sa permission. Puis elle est tellement affirmée, ma fille. Puis je la regarde faire, puis je me dis, oh mon Dieu, je veux être comme ça moi aussi. Je veux être comme ça moi aussi. Puis c'est comme ça que j'aurais voulu être lorsque j'étais jeune. Puis ça me fait tellement du bien de voir qu'elle est comme ça parce que surtout en étant une femme, en étant noire et tout, ça fait tellement une grosse différence. Puis de voir que déjà,
du haut de ses 7 ans, elle est déjà aussi affirmée. Ça me fait vraiment du bien de voir ça. Puis j'espère vraiment que ça va poursuivre. Donc, tout ce qui est du consentement, de l'affirmation de soi, c'était important de le présenter pour moi dans ce roman-là. Puis aussi dans tous mes romans, je pense. Ce sont des questions qui me touchent énormément. Tantôt, on parlait qu'on avait une obsession pour certains sujets. Ben moi, tout ce qui est des sujets qui viennent me toucher à ce point-là, puis surtout quand c'est des sujets qui vont venir toucher, par exemple, mes enfants, ben c'est une obsession pour moi, donc je dois en parler, puis je dois faire en sorte qu'ils se retrouveront jamais dans la situation dans laquelle moi, je me suis retrouvée. Puis j'aime, le mot obsession revient souvent dans vos processus de création, ce que je comprends. Non, mais c'est beau parce que c'est fort, puis ça veut dire que c'est quand même une mission que vous donnez d'écrire pour votre lectorat. Ce qui m'amène avec des questions donc du public, si vous permettez, parce que... Une obsession pour nous, je m'imagine. Ils et elles ne se peuvent plus de vous poser des questions. Donc, allons-y. Il nous reste des minutes. Diana, vu que... Bon, je vais t'offrir la parole. Avez-vous l'impression qu'en écrivant vos livres, en trouvant des manières originales de parler de sujets difficiles et confrontants, de sujets heureux, votre rapport au monde se trouve changé? Est-ce que l'écriture jeunesse vous offre un espace guérisseur ou d'empowerment, ou c'est le contraire, c'est toujours ressasser des trucs négatifs qui font mal? Mon Dieu, c'est une belle question, ça. Effectivement, moi, si j'ai le choix dans la vie que de parler ou d'écrire, je vais écrire. Donc, effectivement, dans tout ce qui est dans l'écriture, je trouve qu'on va vraiment chercher... l'empowerment dont on parle, j'avais un professeur avant qui disait l'empouvoirment, mais je suis pas sûre que c'est un super beau mot, c'est que je vais plus ou moins l'utiliser. Mais effectivement, il y a vraiment un pouvoir dans l'écriture. On fait passer un message, puis ça, c'est toujours super important pour moi, peu importe le sujet duquel je vais parler dans mes romans. Je veux toujours que l'individu qui va le lire, peu importe son âge, soit en mesure d'en retirer quelque chose. Puis la façon d'être en mesure d'en retirer quelque chose, selon moi, il faut que ce soit quelque chose qu'on ait vécu de proche ou de loin. Ça va vraiment donner une authenticité au roman et qui va faire en sorte que l'individu va dire « Wow, moi aussi, c'est ça que j'ai vécu dans cette situation-là » ou comme par exemple, à un moment donné, mon conjoint, il lisait un de mes romans, puis il m'a dit j'aurais aimé ça avoir ce livre-là quand j'étais jeune pour être en mesure de passer au travers des situations que j'ai vécues. Donc, effectivement, ça va vraiment faire toute la différence. On a un pouvoir quand on écrit, puis il faut l'utiliser à bon escient ou l'utiliser correctement. Si tu as bien raison. Est-ce que, Guylaine, tu ressens ce pouvoir-là avec ta plume? Oui, mais en plus, c'est que moi, j'aime beaucoup la joie. Pour moi, la joie, c'est un moteur dans ma vie de tous les jours, dans ma vie en général. J'ai 51 ans, bientôt 52, puis j'ai encore cette joie-là qui m'habitait jeune, qui m'habitait adolescente, qui m'habite... Bon, ça tape ses nerfs à du monde, j'imagine, des fois, d'être mais je voulais que mes œuvres soient imprégnées de cette joie-là. Donc, c'est jamais... Et ça, c'est parce que c'est ma personnalité. C'est pour ça que moi, j'aborde quelque chose qui peut être difficile, une condition qui peut être difficile à vivre pour l'entourage. Bien, moi, dans ma vie à moi, ma joie a fait en sorte que j'ai apprivoisé cette condition-là peut-être plus rapidement. Et dans mes œuvres, j'avais envie que cette joie-là soit présente. Et c'est important pour moi. Je ne dis pas que je pleure jamais ou que je suis jamais triste. Il y a des c'est sûr que quand je dois faire des démarches bureaucratiques, j'ai moins de joie. OK? Ça, c'est sûr. Mais dans mes œuvres, et parce que je trouve que mon fils Clovis est un vecteur de joie, je voulais lui rendre honneur. Parce que des fois, les gens associent un handicap ou une condition avec du malheur ou beaucoup de tristesse, ce qui se peut. Mais il y a aussi de la joie et du bonheur. Et pour moi, c'est important que les parents comme moi se sentent pas coupables d'être heureux parce qu'on vit ça aussi. Pour moi, ça se peut de vivre ça avec joie et bonheur. Et c'est pour ça que mes œuvres sont empreintes de cette joie-là et de cette bonne humeur et de toujours rechercher des solutions. Parce que moi, je suis toujours en mode solution. Oui, ça arrive, mais qu'est-ce qu'on fait?
oui, j'ai de la peine, demain c'est fini, je me relève les manches, puis, mais c'est ma personnalité. Je demande jamais ça des autres. Ça, c'est bien évident. Mais moi, je suis comme ça, puis c'est pour ça que mes œuvres sont toujours assez lumineuses, je dirais. Oui, c'est ce que bien tu humblement. Non, bien, humblement, non, avec grand raison, mais surtout, je pense que ton enjolivement des situations qui peuvent être tout autres se marie bien avec la petite magie, le touche de pinceau d'Orbi. Je pense que vous faites un duo, et Tellement. puis c'est ça qui... Tellement. Qui fait un succès aussi d'un livre jeunesse, c'est ce bon mariage-là qui n'est pas toujours évident à trouver entre l'illustrateur et l'auteur, mais le ton est juste et c'est... Mais je pense qu'Orbi est tombé en amour avec Clovis quand on a commencé à travailler ensemble, parce qu'Orbi habite en Gaspésie. Là, on ne travaille pas face à face. Mais j'ai envoyé plein de photos de Clovis quand petit. J'ai parlé de Clovis avec Orbi. J'ai vraiment dit, il est comme ça, il est heureux, il saute partout, il fait toujours du bruit. Bon, tu sais, c'est ça les caractéristiques. Puis de là est né Clovis. Puis quand je l'ai vu, les premières ébauches de Clovis, vraiment, j'étais terriblement émue de voir à quel point Orbi avait compris l'essence de Clovis. Puis je pense que c'est pour ça que les jeunes s'attachent à Clovis, les parents, les profs aussi, parce qu'il y a cette authenticité-là. C'est vraiment le vrai Clovis. Est-ce que Clovis lit ses livres? Est-ce que mon fils, quand je reçois mes livres chez nous, je lui montre. Il peut reconnaître son nom parce que, tu sais, il connaît ses lettres, les lettres de l'alphabet. Mais bon, je pense pas qu'il comprenne exactement que c'est une histoire sur lui. Mais son frère plus vieux, Léo, lui, oui. Et son frère Léo était super content quand le deuxième est sorti et que Clovis n'était pas tout nu sur la page couverture. Ça a été un grand soulagement pour mon autre garçon. Le frangin, exactement. Écoutez, les amis, le temps file, mais il y a des questions super intéressantes. Il y en a auxquelles, donc, attache ta tuque, Salon du Livre de Montréal, là, c'est la rafale des questions, ça part. Je vais revenir un peu, Simon, je vais te laisser la parole. Je vais revenir un peu sur ce que tu disais, Diana, par contre, pour lancer la question. Quand tu parlais d'empowerment et de... On déclare des choses, on va parler de certaines choses différentes dans les livres. Vous assumez les sujets dont vous traitez dans les livres. Quelqu'un dit, quand j'étais plus jeune, j'avais l'impression que les livres comportaient tous une morale. En passant, les contes, c'était le cas. Les contes, c'était toujours pour jeunes filles, rester à la maison, ne divaguez pas du droit chemin, bref. Vous cherchez certainement à offrir un message aux enfants à travers vos livres. Puis je vais reprendre à travers aux enfants, pas juste aux enfants, mais tous et à toutes. Comment trouvez-vous la limite entre la moralisation et l'accompagnement? Simon, est-ce que tu trouves que la ligne peut être mince entre parler d'un sujet, parler d'une différence, d'une diversité, sans tomber dans la morale? Je pense que c'est un sujet tout le temps un peu glissant. Moi, c'est drôle. Très honnêtement, on dirait que je me préoccupe peu de la morale. Je ne suis pas quelqu'un qui est dans la morale du tout. Je ne suis pas immoral, mais je me vois plus comme amoral. C'est comme si je me tenais à... J'aime pas poser de jugement et je pense pas que mes personnages mènent nécessairement à ça. Évidemment, j'ai grandi en lisant les fables de La Fontaine où il y a toujours quelque chose à retenir. Puis j'aime qu'on puisse retirer quelque chose d'une lecture naturellement, mais je pense que ça peut être du cas par cas. Je pense qu'elle est très personnelle, cette morale-là ou ce résidu heureux. Là. Résidu, c'est pas un mot heureux, là, mais qu'est-ce qui va subsister qu'est-ce qui va subsister de la lecture. Donc, j'aime pas glisser nécessairement dans la morale textuellement. Tu sais, on dirait, évidemment, je pense qu'en écrivant, je pense que c'est le mot qui me fait peur parce qu'en écrivant, je partage mes valeurs. C'est mon regard sur le monde, c'est ma bienveillance, c'est ma joie, parce que j'écris aussi beaucoup dans la joie. C'est ma part de joie, c'est ma part de lumière, mais ma part d'ombre aussi. Et je fais confiance, je pense que je vais choisir ce mot-là, je fais confiance à ce que l'enfant va soutirer, va conserver de la lecture. Évidemment, mes valeurs sont évidentes, mais la morale, c'est un mot que je contourne, je pense. Puis non seulement tu le contournes, ce qui va me permettre, mon Dieu, que le temps file, non seulement dois-je conclure, mais j'ai des devoirs à faire. La morale, c'est une chose, vous l'évitez.
vous dénoncez... Moi, je l'évite, je sais pas pour vous. Non, c'est correct je de le l'embrasser, confirme, là, j'ai mais- tout lu, hein, je le répète. Non seulement vous réussissez à l'éviter, mais vous dénoncez d'autres choses. Et au début, on a dit on peut parler de tout avec les mots justes. C'est ce que vous faites, que ce soit de l'album, un livre à colorier qui n'en est pas tout à fait un, mais on a le droit de dépasser quand même du roman. Vos livres sont tout, et ça m'insupporte dans le monde du livre, vos livres sont tout sauf cliniques. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? Ce ne sont pas des livres cliniques, ce sont des livres qui sont porteurs de joie, d'un message, qui font lire des lectrices et des lecteurs de tous âges et qui permettent aussi un beau moment de partage lorsque la lecture se fait à voix haute. Donc, Guylaine, avec Clovis Hopper des Nuages, merci beaucoup. Merci à toi et merci aux lecteurs et lectrices. Oui, puis évidemment, on vous invite à découvrir les autres aventures. Clovis, je pense qu'il n'est pas au bout de ses aventures, puis peut-être qu'il va vieillir, mais sinon, ben, il peut même rester l'âge qu'il veut. C'est lui qui décide. C'est toi qui décides, en fait. C'est pas mal moins. Diana Oui. Bellis, merci. Avec plaisir. Kélan et le Roi de la Montagne, chez Dominique et compagnie. Mon cher Simon, avec les enfants coloriés. Merci toujours de ta présence. Un plaisir. Évidemment, j'invite les gens à rester à l'affût. Bon salon, à bientôt.